Cette Peugeot-là, c'est en réalité une Talbot. Cette Renault à côté, construite par Nissan. Cette autre Renault, il y a un Samsung sous la peau. Cette Citroën que vous avez sûrement croisée 1000 fois sur les routes françaises, c'est une Peugeot avec un autre manteau. Cette Opel, avec le badge allemand sur le nez, est française jusqu'au longeron du châssis. Et cette camionnette Mercedes qui livre des colis dans votre quartier, c'est une Renault sous l'étoile. Il y a 30 ans, si vous aviez dit ça tout haut dans un garage, on vous aurait ri au nez et mis dehors. Commençons par clarifier quelque chose, parce que le titre est un peu trompeur exprès. Voler, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Personne n'a volé ces voitures à la France. Les marques françaises sont allées faire leurs courses pour leurs propres voitures ailleurs. Et parfois, elles n'ont même pas fait leurs courses à la maison. Badge français, os étranger. Vous allez entendre cette phrase souvent aujourd'hui, parce que elle change sans cesse de forme. 12 voitures, un badge à l'extérieur, une histoire complètement différente en dessous. Et tout a commencé parce qu'une entreprise a manqué d'argent. Acte 1, emprunter pour survivre, Citroën Hélène et Visa. Imaginez Citroën au milieu des années 70. Pas juste serré financièrement, ruiné. Le genre de ruine où vous n'avez pas le temps de dessiner une nouvelle citadine à partir d'une feuille blanche. Pas le temps, pas le budget, pas de place pour la fierté. Alors, ils ne l'ont pas fait. Peugeot venait de prendre une participation dans Citroën et Peugeot avait déjà une petite voiture sur l'étagère, la 104. Citroën n'a pas conçu un nouveau squelette, Citroën n'a pas conçu un nouveau moteur. Ils ont pris le plancher et le petit moteur de la 104, ont enlevé le tout d'une carrosserie plus courte et l'ont appelée la Hélène. Voici le détail qui compte vraiment. La structure en dessous est restée Peugeot, boulon par boulon. Ce qui a changé, c'est la tôle dessus et le badge sur le nez. Et presque personne en dehors du service comptabilité ne s'en est soucié, parce que la voiture marchait, elle se vendait, et Citroën pouvait survivre une année de plus. La Hélène n'a jamais été une déclaration. C'était une bouée de sauvetage signée par des hommes avec des calculatrices, pas par des ingénieurs. Puis est venue la Visa, même astuce, sur une plus grande scène. Nouvelle carrosserie, ligne plus tranchante, un tableau de bord qui ressemblait enfin à du Citroën. Mais retirez les panneaux et vous revenez à la même architecture Peugeot 104. Les points de fixation de la suspension n'ont jamais bougé, le bloc moteur n'a jamais bougé. Tout ce que vous pouviez voir et toucher a eu un relooking. Tout ce qui tenait la voiture ensemble est resté exactement là où c'était. Badge français des eaux Peugeot. Sur le papier, les deux voitures étaient un rafistolage bon marché pour survivre une année de vente de plus. En pratique, c'est le moment où les comptables de PSA ont appris quelque chose qui valait bien plus que les deux voitures réunies. Ils ont appris que personne n'allait les punir pour ça. Les acheteurs n'ont jamais demandé d'où venait la plateforme. Les journalistes n'ont jamais fouillé dans le bac à pièces. Et quand personne ne se plaint, une entreprise ne retire pas discrètement une astuce qui fait économiser autant d'argent. Ils l'inscrivent dans le manuel. Acte 2, l'emprunt devient rentable. Talbot Samba et Peugeot 309. Ensuite, la Talbot Samba. Toujours les mêmes eaux Peugeot 104, habillées d'une nouvelle tenue. Mais Talbot n'était pas un simple badge collé dans une arrière-salle. Talbot avait son propre nom au-dessus de la porte du showroom, son propre réseau de concessionnaires, sa propre publicité. Et chaque Samba qui sortait de l'usine était l'ingénierie de quelqu'un d'autre, habillé avec les vêtements de Talbot. Prenez un instant pour réaliser ça. Une marque avec sa propre identité, son propre espace de vente, qui vendait une voiture qu'elle n'avait jamais vraiment conçue. Ce n'était plus un plan de sauvetage, c'était un modèle économique et les comptables qui avaient fait les calculs sur la Hélène dirigeaient maintenant toute l'entreprise de cette façon. Mais le vrai retournement, celui qui change tout, c'est la Peugeot 309. Cette voiture n'est pas née Peugeot. Elle a commencé sa vie comme la Talbot Arizona, développée sous le nom Talbot pour un futur Talbot qui était censé arriver et qui n'est jamais arrivé. Puis Talbot s'est effondré en tant que marque grand public et l'Arizona n'a jamais eu l'occasion de porter son propre nom. Au lieu de jeter des années de développement, PSA a fait quelque chose de presque effronté. Ils ont pris la Talbot Arizona, ont vissé un lion Peugeot dessus, ont ajusté les garnitures et l'ont vendue comme la 309, une voiture conçue depuis le début pour être une Talbot et qui n'a jamais eu cette chance. Ce qui est resté de l'Arizona, les dessous, les portes, la majeure partie de la caisse, et c'est tout.
Ce qui a changé, juste assez, nouvelle calandre, nouveau badge, nouvelle paperasse pour permettre à PSA de la vendre sans jamais mentionner d'où elle venait vraiment. Badge français, parents étrangers, sauf que cette fois, les parents étaient déjà morts. Talbot avait disparu en tant que marque avant même que la voiture n'arrive en concession. Vous pensez peut-être, bon, c'est juste PSA qui se copie lui-même, même astuce, nouveau nom à chaque fois. Et vous auriez raison de le penser, mais ce n'est pas la vraie histoire. Le vrai scandale n'a même pas encore commencé. Parce que jusqu'ici, la France ne trichait qu'avec elle-même. Peugeot empruntant à Peugeot, Talbot empruntant à Peugeot, tout restait dans les mêmes murs, le même pays, les mêmes comptables déplaçant des chiffres entre services. Ce qui arrive ensuite change toute l'industrie, parce que le chapitre suivant n'est plus la France qui emprunte à la France, c'est la France qui emprunte au Japon. Acte 3, emprunté au Japon, 4007, C-Crosser, Koleos, Latitude, Alaskan. PSA avait besoin d'un SUV. Tout le monde en voulait un, les clients en demandaient un, et PSA n'avait rien sur l'étagère. Construire un SUV à partir de zéro prend des années et un budget que personne ne voulait signer. Alors ils ont décroché le téléphone et ont appelé Mitsubishi. Le résultat a été la Peugeot 4007. Pas inspirée d'une Mitsubishi, pas basée sur une Mitsubishi. C'était l'Outlander, point final, transmission intégrale comprise, sous un nez remodelé et une nouvelle calandre. La partie mécanique qui comptait vraiment est restée intacte. La transmission de Mitsubishi, la partie qui fait le vrai travail quand la route devient mauvaise, n'a jamais été redessinée. Pourquoi l'aurait-elle été ? Elle marchait déjà très bien comme ça. Quelques mois plus tard, le même SUV est réapparu. Badge différent, visage différent, même Mitsubishi en dessous. Citroën l'a appelé C-Crosser. Même voiture, les clients qui entraient chez Peugeot et ceux qui entraient chez Citroën repartaient au volant du même SUV japonais avec une calandre différente. Renault a fait le même coup avec un partenaire différent. Le Koleos est né d'un accord avec Nissan, pas Mitsubishi, mais la logique n'a jamais changé. Renault a retravaillé le style à l'extérieur, a gardé ce qui marchait à l'intérieur et l'a vendu comme le sien. Le Latitude est allé encore plus loin. Sur le papier, c'est une Samsung SM5 rebadgée. Mais Samsung Motors n'était jamais vraiment de l'ingénierie coréenne sous un nom coréen. C'était Nissan qui dirigeait derrière un autre badge. Donc la Latitude n'était pas un seul niveau d'emprunt, c'était deux, empilés l'un sur l'autre, un badge français sur un badge coréen sur une voiture japonaise. Et puis l'Alaskan. Renault avait besoin d'un pick-up. Nissan avait déjà le Navara, donc Renault l'a pris, a vissé une nouvelle face avant et a laissé le moteur et le châssis exactement comme Nissan les avait construits. Logo français, parent japonais. À ce stade, PSA et Renault avaient tous les deux arrêté de prétendre qu'ils pouvaient construire chaque catégorie de voitures seuls. Ils emportaient simplement ce qui manquait et mettaient leur propre badge sur le capot. Puis, quelque chose est arrivé que personne dans l'industrie n'avait vu venir. Même Mercedes s'y est mis. Acte 4, personne ne cache plus rien. Kangoo, Grandland X, Peugeot P4. La Mercedes Citan et la Renault Kangoo sont la même camionnette. Pas basée sur, pas partage des dessous avec. La même camionnette, construite de la même façon, vendue sous deux badges différents sans aucun déguisement. Personne n'a écrit de communiqué pour prétendre le contraire. 20 ans plus tôt, cela aurait été impensable. Mercedes mettant son étoile à 3 branches sur une camionnette construite autour d'une ingénierie Renault, c'est une marque qui a passé des décennies à se vendre sur la précision et la qualité allemande, partageant ouvertement son badge avec une camionnette française. Mais au moment où le Citan est sorti, personne n'a sourcillé. Cela vous dit jusqu'où toute l'industrie avait voyagé depuis la Visa. Puis les rôles se sont complètement inversés. L'Opel Grandland X porte un badge allemand, construit par une marque avec plus d'un siècle d'ingénierie allemande derrière son nom. Mais sous l'ère Stellantis, le Grandland X est essentiellement français en dessous, train roulant compris. Le pays sur le badge et le pays qui a vraiment construit la voiture ont cessé de correspondre, dans les deux sens maintenant. Et puis, il y a celle qui bat toutes les autres, la Peugeot P4. Vert armé français, badge Peugeot estampillé sur le capot, mise en service pour l'armée française à partir de 1983. Regardez dessous, et vous ne regardez pas une Peugeot du tout. Vous regardez une Mercedes classe G, la W460, construite sous licence, même châssis, même carrosserie, même forme cubique qui se vend encore aujourd'hui à 6 chiffres avec une étoile sur la calandre au lieu d'un lion. Peugeot n'a pas emprunté des mécaniques cette fois. Peugeot n'a pas emprunté une transmission non plus. Ils ont construit une vraie Mercedes G-Wagen. ont vissé un badge français dessus, ont mis un moteur d'origine Peugeot et l'ont envoyé servir dans l'armée française pendant des décennies.
Quelque part là-dehors, en ce moment, il y a un grand-père de soldat français qui a conduit une Mercedes et qui n'a jamais su que c'en était une. Badge français, des os allemands, sans exception cette fois. Pas partagé, pas similaire, pas basé sur la vraie chose, portant le nom de quelqu'un d'autre. À ce stade, les plateformes s'étaient tellement étendues à travers tant de marques que l'identité nationale dans l'ingénierie automobile avait presque disparu. Reculez et regardez ce que ces 12 voitures ajoutent vraiment. Conclusion. Rien de tout cela n'était jamais une question de paresse. C'est l'histoire de l'ingénierie qui s'éloigne d'une voiture, un badge, un pays, vers une plateforme partagée par des dizaines de marques en même temps. Toyota l'a fait, BMW le fait, Mercedes le fait, Volkswagen le fait, Hyundai le fait. Même Tesla réutilise la même architecture sur différents modèles maintenant. Des millions de personnes défendent encore fièrement l'ingénierie française comme si c'était une chose fixe, un badge qui garantit d'où vient le métal. Mais certaines des voitures françaises les plus célèbres des 50 dernières années sont nées au Japon, construites en Allemagne, assemblées en Roumanie, ou ont commencé leur vie à l'intérieur d'une autre marque française qui n'existe même plus. Peut-être que la nationalité a cessé d'avoir de l'importance dans l'ingénierie automobile il y a longtemps. Nous ne l'avons simplement pas remarqué, parce que le badge sur le capot ne nous l'a jamais demandé. Logo français, ADN étranger, et personne n'a jamais demandé un contrôle de passeport. Donc cette Peugeot était vraiment une Talbot. Cette Renault était vraiment une japonaise, cette Mercedes était vraiment française. Et il y a de fortes chances que la prochaine voiture française que vous achèterez n'appartienne pas non plus à un seul pays. Alors dites-moi, laquelle de ces 12 vous a le plus surpris ? Mettez-le en commentaire. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci du garage français, restez et abonnez-vous.